c'est La Terre des Héros, qui est en fait une trilogie de fantasy. Donc les 3 livres sont parus maintenant. Donc, le dernier est sorti il y a 10 jours, je crois, il est tout frais et disponible. C'est l'histoire d'une jeune fille qui touche un jour un objet et qui se retrouve dans un autre monde. Et cet autre monde, elle se rend compte que c'est celui de la vie après la mort des héros dans les mythologies. Donc on retrouve les Ilionides par exemple, qui sont les Troyens qui sont morts en défendant la cité de Troie, d'où Ilion. Et elle retrouve aussi des Vikings qui sont les Valéries. Il y a plein de peuples d'origine mythologique. Donc ces peuples-là sont les descendants de ces héros. Et chacun a sa religion, sa politique, son organisation, et sa géopolitique. Donc du coup certains peuples ne s'entendent pas. Et avec ça, elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Et elle possède notamment ce collier, et par ce collier, elle a les souvenirs d'un roi qui s'est fait tuer il y a quelques années auparavant par le roi des Fomors, qui sont un peu les protagonistes de l'histoire, et qui, donc ce roi Fomor veut étendre son emprise sur les autres peuples. Donc il y a de la magie, grâce à ses souvenirs, elle apprend à connaître ce monde, à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elle est liée à ce collier. Voilà, il y a tout un univers derrière. Voilà, j'ai repris le collier pour aller avec. D'accord. Et voilà. Ok, alors je précise en préambule, si j'ai bien tout lu, que tu as une formation littéraire et que tu es diplômée d'histoire des religions. C'est ça. Ce qui explique un petit peu l'arrière-fond historique voilà. et de tes livres. Voilà. Alors, j'avais 2-3 questions. Donc, ma première question, mon premier thème que je voulais aborder avec toi, c'est que donc c'est un livre auto-édité, si je ne dis pas de bêtises. Donc, première question, c'est pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Est-ce que tu as démarché des éditeurs d'abord? Est-ce que tu es allé directement à l'auto-édition? Raconte-moi tout ça. Alors, j'ai déjà démarché des maisons d'édition en premier. J'ai eu une mauvaise expérience avec une qui a coulé alors que j'avais déjà signé le contrat. Heureusement pour moi, les démarches n'étaient pas avancées, donc j'ai pu m'en sortir sans trop de casse, contrairement à d'autres qui n'ont pas du tout touché leurs droits. Je fais juste une aparté, oui. Donc je profite de ça pour le signaler aux auteurs qui nous écoutent. Voilà. Il faut toujours se méfier beaucoup de ça, parce qu'il y a beaucoup de situations où si une maison d'édition coule, elle coule avec les droits des auteurs, et donc on ne peut plus éditer le texte définitivement jusqu'à ce que le truc soit réglé juridiquement. Et donc, du coup, les gens n'ont pas récupéré non plus l'argent que la maison d'édition leur devait. Voilà. Et suite à cette mauvaise expérience, j'ai arrêté mes démarches de recherche et je me suis dit pourquoi pas l'auto-édition finalement, tenter l'aventure. Et puis c'est une aventure que je ne regrette pas parce que ça m'apporte beaucoup de fierté et puis ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, on se découvre beaucoup parce que comme l'article que j'ai écrit pour le journal du salon, on apprend à porter différentes casquettes et c'est très enrichissant et puis voilà. D'accord. Alors, donc, il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi. Quand on est en auto-édition, il faut effectivement s'occuper un petit peu de tout. Et une des choses qui permettent à un livre d'avoir une vraie consistance et de pouvoir avoir un destin derrière commercial, c'est notamment la couverture. Et donc, tes livres sont honnêtement particulièrement beaux. Les couvertures du coup, de tes livres sont particulièrement belles. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as fait toi-même? Est-ce que tu as fait faire par quelqu'un? Comment ça s'est fait? Alors j'ai commencé à les faire moi-même et j'ai vu que le résultat était exactement ce que je ne voulais pas. Donc j'ai décidé d'investir auprès d'un professionnel parce que oui, on dit qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, pardon. Mais en fait c'est le contraire qui se passe. Voilà, je voulais mettre mes chances de mon côté en investissant, parce que c'est un investissement, auprès d'un professionnel
C'est ce qui s'est passé pour mon tome 1 et mon tome 2. Et mon illustrateur a disparu de la circulation entre mon tome 2 et mon tome 3. Donc le tome 3, j'ai tout fait moi-même grâce à des logiciels de retouche. Donc j'ai passé énormément de temps. Je crois que j'ai tout à fait 18 heures à passer sur la couverture. Donc voilà, c'est encore une autre casquette d'indépendant. Mais ouais, donc, c'est vrai que j'ai coutume de dire que la littérature ne fait pas forcément vendre un livre. Par contre, elle peut très clairement ne pas le faire vendre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup encore de livres dans l'auto-édition avec une vieille photo toute pourrie, un truc marqué en comics sans MS, avec une police jaune et rose, un truc qui sont affreux. Et ça, même si le texte est très bon dedans, c'est vrai que personne n'a envie d'ouvrir un livre comme ça. Voilà. Donc après, une belle couverture, ça ne permettra pas forcément de faire vendre le livre, surtout s'il n'est pas bon derrière. Après, il suffit d'avoir quelques mauvaises critiques sur Amazon pour que ce soit quand même perdu, mais voilà, au moins ça évite le premier accueil qui est un truc qui est vraiment trop affreux, je peux pas lire. Voilà. Donc c'est vrai qu'au moins toi, tes couvertures elles donnent vraiment envie de lire le livre. Ma question suivante, c'était une question un peu intéressée, parce que donc, moi je suis dans l'Indépendant qui promeut notamment le format de la nouvelle, et tu as marqué quelque part en petit que tu avais déjà écrit des nouvelles, notamment policières, si j'ai bien suivi. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu comptes en faire quelque chose? Est-ce que tu comptes en réécrire? Alors, la première nouvelle que j'ai écrite, c'était dans le cadre d'un concours. La deuxième, c'était une nouvelle policière que j'avais écrite comme ça un jour, et puis qui était au fin fond de mon disque dur, comme je dis. Et puis un jour, j'ai vu un appel à texte et je l'ai envoyé, et la maison d'édition l'a édité, donc j'ai un contrat d'édition pour cette nouvelle. D'accord. Dans le cadre d'un recueil. Donc, ok. Et puis là, voilà, j'essaye de regarder s'il y a des concours qui me conviennent. Puis si j'ai une idée, j'écris une nouvelle. Si j'ai pas d'idée, je laisse passer le concours. Donc j'essaye aussi de... Donc tu fonctionnes plutôt sur l'appel à texte pour les nouvelles. C'est plutôt l'appel à texte qui va te stimuler pour écrire une nouvelle. Alors là, la nouvelle policière, je l'avais écrite, je faisais partie d'un forum où on donnait des exercices, et puis j'avais fait ça à ce moment-là. Et puis c'est pour ça que ça faisait des années que je l'avais, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis un jour j'ai vu un appel à texte qui correspondait. Puis je me dis, tiens, je vais la ressortir, je vais la remettre au bout du jour, la corriger, la rendre un peu meilleure que ce qu'elle était au départ, et puis l'envoyer. D'accord. Il faut dire aussi que là, comme je viens de finir ma trilogie, j'étais essentiellement concentrée sur ce projet-là. Donc je n'avais pas forcément beaucoup de temps pour me mettre à écrire des nouvelles selon l'inspiration. Bien sûr. Alors ça, c'était effectivement mon point suivant, c'est que ce soit toi ou que ce soit nos petits copains d'avant, globalement, vous avez tous quand même une grosse tendance à vous lancer d'emblée dans la trilogie, quoi. On ne fait pas les choses à moitié, c'est parti. 3 bouquins de 300 pages, voilà. Pourquoi cette envie de faire comme ça des choses fleuves? Est-ce qu'il y a des explications particulières? Et quel rapport tu entretiens avec la littérature? Finalement, il y a des gens qui sont plus novellistes, d'autres qui sont plus romanciers, d'autres qui sont carrément saga, quoi. Qu'est-ce qui te plaît plus dans cette idée de saga par rapport à la nouvelle, par exemple? Ou qu'est-ce qui te plaît plus dans la nouvelle par rapport à la saga? Alors en fait, ça m'est un peu tombé dessus, parce qu'au départ, quand j'étais ado, j'écrivais des fanfictions. Et sur puis, quoi? alors je suis une fan de Stargate, donc j'écrivais des fanfictions sur Stargate. Et puis arrivé en première, j'ai fait, c'était mon TPE sur la fantasy, et je suis rentrée de mon TPE, j'ai lancé Word, et j'ai commencé à écrire mon histoire. Et voilà, au début c'était vraiment pour moi, c'était, comme je dis, certaines personnes regardent la télé, d'autres lisent des livres, moi j'écris, pour moi ça faisait... Je l'avais dit à personne, mes parents ne savaient même pas que j'écrivais. Et puis c'est en maturant mon projet que finalement il s'est trouvé plus long que prévu, donc ça fait une trilogie. Et puis un jour j'ai tout repris, j'ai tout rechangé. Je me suis dit tiens, je vais la publier, je vais en faire quelque chose, voilà. Donc c'était pas un projet, je me suis jamais dit je vais écrire une trilogie, ça va être ça exactement, tac tac tac. Non, c'était vraiment, c'est plus le projet qui m'a pris prise plutôt que moi qui. Donc c'est bien, ça me permet d'aborder une notion qui est toujours intéressante en littérature, c'est la façon de construire un roman. On a l'habitude de parler de jardinier ou d'architecte, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette notion-là. Quand on écrit, on a deux façons de s'organiser, entre guillemets. On a ceux qui vont être jardiniers, c'est-à-dire
je plante, je vois comment ça pousse, et puis ce qui pousse pas bien, je l'arrache, je remets, ou je découpe, je greffe, je fais ça. Je suis nul en jardinage, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà, ça c'est jardinier. Et puis il y a architecte, c'est celui qui a besoin au contraire de ne rien faire tant que tout n'est pas bien bâti, il faut que tout soit structuré, voilà, et quand tout est bien préparé, hop, ça part, et j'allais dire le premier jet est quasiment abouti. Voilà. Donc d'après ce que je comprends, c'est plutôt la première catégorie, c'est-à-dire d'avancer, de retoucher, Alors j'ai commencé le tome 1 comme ça, et puis arrivé au tome 2, je me suis dit là, il faut que je prenne du temps, que je planifie, que je m'organise. Et puis j'ai mis en place un système de grille où par chapitre, quel était le but du chapitre, et aussi je me mets quel est l'objectif du chapitre, est-ce que l'objectif est atteint pour les personnages ou pas. Comme ça me permet de structurer, d'avoir des phases d'échec et des phases de réussite, que ce ne soit pas des héros qui réussissent à chaque chapitre. Que des fois, ce qu'ils entreprennent ne fonctionne pas. Donc du coup, je me suis fait une grille. Et l'idée du jardinier ou de l'architecte, ça m'amuse parce qu'en fait, je fais de la peinture à côté, comme ça en loisir. Et un jour, je me suis rendu compte que écrire et peindre, c'était la même chose. Que d'abord, on fait le dessin, ensuite on fait une sous-couche, ensuite on met les détails, ensuite on peaufine, on dit « Ah tiens, cette couleur-là va pas, je rajoute un petit peu de blanc, un petit peu... » Et finalement, c'est comme ça l'écriture. On fait d'abord la trame, on fait le premier jet, et puis on dit « Ce passage-là, je change ça, je le change, je le place. » le personnage il change un petit peu de caractère, voilà. Et finalement c'est par couche en fait de détails. Tu es un architecte jardinier, tu es déjà fondu de Babylone, voilà, on revient à notre thème de départ. Je pense, alors on a encore 2 minutes. Donc, alors, tu sais que bon, moi j'ai cette façon aussi d'aborder la littérature. Moi je suis vraiment très très architecte pour le coup, mais bon, ce que tu dis, c'est pas du tout universel. Il y a des auteurs qui vont réfuter complètement ça. Ils vont dire alors moi je veux absolument rien travailler avant, je me mets devant la page, je sais pas ce que je vais écrire, ça part et puis ça arrive où ça arrive. Et puis par contre après ils sabrent avec allégresse et puis ils redécoupent, ils font machin. Donc c'est vrai que cet abord à la construction, c'est quelque chose qui est toujours passionnant parce que au début, je crois, on ne connaît pas grand-chose, on fait un peu comme ça vient, quoi. Et puis petit à petit, on structure son fonctionnement personnel, comment ça va marcher pour soi, de façon de faire. Et au bout d'un moment, elle devient tellement intuitive, tellement naturelle, qu'on a du mal à comprendre que les autres ne fassent pas pareil. C'est vraiment perturbant la façon dont les autres travaillent. Et c'est vrai que, moi c'est une impression personnelle, hein, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus la démarche devient vraiment très stricte. On a du mal à sortir un peu de sa façon de faire. Et c'est aussi ça que j'aime bien de l'auto-édition, c'est qu'on a beaucoup de contact avec d'autres auteurs, justement pour voir comment ils travaillent, voilà. Et c'est rigolo, je sais que j'ai eu un débat passionné avec une amie il y a quelques semaines, où elle m'a envoyé une première épreuve de son livre, voilà, en disant qu'est-ce que tu penses? Je dis je comprends rien, ça va dans tous les sens, je pige rien, c'est pas structuré, c'est machin, voilà. Et puis elle m'a dit ah non mais ça c'est pas grave, faut pas regarder, parce que de toute façon après je vais redécouper, je vais remettre, je me suis dit mais comme ça marche pas ça. C'est peut mettre des cailloux en bas, et puis de la terre en haut, et puis inverser, et en fait si, ça marche. Après, elle m'a renvoyé 2 mois après, et il faut reconnaître que ça fonctionne très bien. Mais juste, personnellement, c'est extrêmement désagréable. C'est vraiment, je peux pas travailler du tout comme ça. Donc c'est vrai que c'est rigolo de voir que les choses s'établissent. Voilà. Dernière question, puis après il faudra qu'on passe au suivant. Donc, est-ce que pour toi l'écriture est presque liée intimement à cette formation ou à cette passion de l'histoire des religions, des peuples, etc. Ou est-ce que tu envisages d'écrire des choses qui n'ont vraiment rien du tout à voir? Est-ce que c'est vraiment un terreau de base? Alors, au départ, quand j'avais écrit, je ne savais même pas que j'aimais l'histoire des religions. D'accord. En fait, oui, quand j'ai commencé à écrire, j'étais au lycée, je voulais faire histoire, c'était sûr. Et puis c'est finalement arrivé en master, j'ai découvert le master d'histoire des religions. Et dans l'histoire des religions, c'est tout ce qui est les religions, donc c'est aussi les religions antiques. Je me suis dit, mais c'est ça, j'adore la mythologie, j'adore étudier les mythes en commun. Et les projets que j'ai, mon prochain projet, ça sera un livre historique, donc il y aura moins, comme ça se passera pendant la Première Guerre mondiale, la religion sera moins présente. Par contre, j'aimerais bien faire aussi un livre sur la chute de l'Empire romain et voir le moment où il y a
il y a eu le christianisme qui a été en contact avec le paganisme. Et il y a eu aussi du coup un moment en retour où certains qui étaient premiers chrétiens se sont aussi laissés un peu influencer par le paganisme et faire ça sur fond de chute de l'Empire romain. Voilà, ça. Donc là, il y aura la religion qui sera plus présente au niveau. Et puis ce qui me passionne là-dedans, c'est de montrer surtout les points communs entre les religions, se dire est-ce que ça vaut le coup de se taper dessus, on a les mêmes symboliques finalement. Le terreau est commun à beaucoup de religions et c'est ça qui me passionne dans l'histoire des religions. Eh bien, je te remercie beaucoup, ça me paraît être une très belle conclusion. Bon courage pour la suite. Et...